Voilà, bonjour à vous, passionnés du roman historique. Vous voyez, sous le terrible soleil breton d'hiver, je reprends un peu la parole parce que pendant l'émission de radio, il y a un petit raté technique. Donc il y a une partie qui n'a pas été diffusée sur la radio. Donc je pensais que c'était intéressant de vous le diffuser sur la chaîne, parce qu'il y a un peu de redite certes, mais il y a des passages qui sont un peu différents. Donc le parler n'est pas le même sur le roman, etc. Voilà. Regardez, hein, et je vous dis à bientôt. Bonjour. L'émission d'aujourd'hui présente un caractère d'originalité car nous avons le plaisir de recevoir dans notre studio de Radio Stérène un jeune auteur, mais qui est toujours en quête d'un éditeur. Jules Perras, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Catherine. Et avant de nous intéresser à la carrière littéraire que vous avez entamée il y a peu de temps, intéressons-nous à l'homme. Allez, vous avez 3 minutes pour vous présenter. Bien, je suis Jules Perras, hein, donc j'ai eu une vie avant la littérature. Donc je travaillais dans le nautisme, donc sur la mer. Hein. Et, sur la mer ou sous la mer? Les deux. Les deux. Les deux. Oui, parce que je crois qu'il y avait quand même masque, tuba, bouteille, oui, ceinture de plomb dans votre ça, vie. Oui, pendant longtemps, pendant des dizaines d'années, autour du monde, en Bretagne, partout, en Nouvelle-Calédonie, dans des tas d'endroits. Et puis, mais durant toute mon existence, je me suis toujours intéressé, depuis l'enfance, à l'histoire, et puis à ses répercussions dans la littérature, hein, dans les romans historiques. Et j'avais l'ambition d'écrire une saga sur un sujet que je n'avais pas encore déterminé il y a pas si longtemps. Et puis d'un seul coup, j'ai imaginé un personnage partant de la Bretagne et puis ayant des aventures tout au long ensuite du 19e siècle, hein, parce que ça débute au 18e, mais le plus gros de l'intrigue sera au 19e siècle. Le premier livre est essentiellement, le premier tome, hein, est essentiellement au 18e. Mais le projet c'est sur 8 tomes, donc l'essentiel sera au 19e. L'ambition vous anime. 8 tomes, non, c'est énorme. C'est pas l'ambition, c'est l'imaginaire. Bah, j'ai eu de l'imaginaire pendant des décennies, et puis maintenant que je n'ai plus un métier qui est très actif, parce que la plongée sous-marine, le nautisme, tout ça, c'est très très prenant. Hein. Donc lorsque j'ai arrêté tout ça, je me suis retrouvé devant un grand vide, donc j'ai immédiatement comblé. Hein. C'est-à-dire que quelques jours après avoir arrêté cette activité, j'ai commencé à écrire tout de suite. Donc je me suis retrouvé devant à nouveau une immensité, quoi. J'avais besoin de cette immensité. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas lancé sur des nouvelles, par exemple. J'avais besoin de quelque chose d'océanique qui remplisse. Reste dans l'immense, que ce soit dans la littérature voilà. Ou sur la mer. Est-ce que vous êtes breton? Un peu, j'ai vécu l'essentiel de mon existence en Bretagne, donc je suis un peu breton. Hein. Et j'avais une grand-mère qui est venue à Briec et qui, de naissance, n'avait qu'une seule langue jusqu'à une vingtaine d'années, que le breton. Donc oui, mon imaginaire est en Bretagne. Par exemple, dans mes souvenirs d'enfant de 10 ans, ou même jusqu'à 15 ans, j'ai le souvenir de l'accent cornouaillais, par exemple, qu'on entendait sur les marchés, et la langue bretonne qu'on entendait sur les marchés, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Hein. Oui, malheureusement. Et donc ça, c'est dans mon imaginaire. C'est pour ça que Corentin Larour, qui est le héros de ma saga, ses débuts sont en Bretagne. Et on évoque un peu la langue bretonne. Beaucoup même. Oui, un peu. Beaucoup. Enfin, moi je ne parle pas le breton. Hein. J'ai fait 6 mois de stage en immersion en breton. Et donc, il a fallu parler, parce que ça m'intéressait. Ça veut dire quoi, ça, un stage en immersion en breton? Sauf qu'on ne peut parler que breton. Il y a plein d'associations qui font ça, hein. Mais il y a plusieurs années de ça, et ce qui fait que depuis lors, j'ai fort peu parlé breton, donc j'ai perdu ce breton
qui était agréable à parler en stage, si vous voulez, avec l'accent de Cornouailles. Mais je l'ai perdu parce que on peut très bien se balader en Bretagne, avoir une vie en Bretagne sans jamais parler le moindre mot de breton, hein, c'est possible. Hein. Surtout qu'il y en a quand même différentes formes. Oui, le breton de Paimpol n'a rien à voir avec le vantais. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, hein, parce que là on va aller dans des conversations qui sont purement liées à la langue bretonne. Mais si vous voulez, le vantais, c'est vraiment une particularité dans la langue bretonne. Mais en faisant des efforts, un Léonard peut fort bien se faire comprendre avec un Trégorois ou un Cornouaillais. C'est un petit peu plus difficile avec le vantais, c'est une entité particulière. Enfin bon, bref. C'était pour dire que c'était dans mon imaginaire, cet accent cornouaillais surtout, hein, de Quimper, Pays Bigoudin, etc., de Concarneau hein, même. Et donc ça a eu une implication dans cet imaginaire qui m'a conduit à commencer cette série dans le terroir breton. Et justement, pourquoi avez-vous choisi le terroir breton? Mais parce que je le connais un petit peu. Oui, je le connais mieux que le terroir berrichon, par exemple. Ça aurait pu commencer là, hein. Mais où je connais un petit peu le sud-ouest aussi, parce que vous voyez, j'ai un nom du sud-ouest. Hein, parce que ma grand-mère, mon grand-père, excusez-moi, ma grand-mère, elle était de Montmartre, ça n'a rien à voir. Mais mon grand-père était de Lourdes. Hein, donc c'est pour ça que... oui, parce que Jules Perrat, c'est un nom de plume. Oui. Voilà. Et quelle plume! J'ai eu la chance de lire le premier tome de cette saga, la saga qui s'intitule Le sabre de Damas, et le premier tome, le titre c'est Dieu et le roi. Oui, parce que d'une part ça commence au milieu bretonnant, et d'autre part ça commence au milieu royaliste, si vous voulez. Et après c'est le cheminement de ce jeune homme, même cet enfant au début, hein, oui. Qui deviendra un homme, enfin vous allez le découvrir quand vous allez lire le deuxième tome, parce que je vous ai compté le deuxième, mais lui n'est pas publié. Merci. Et donc c'est toute une évolution d'un individu et d'une société. Alors tout est un peu dit je mets une phrase de Victor Hugo au début. Oui. Alors, je ne la connais pas par cœur, elle est dans le livre, je ne sais pas si vous l'avez par là. Oui. Mais si on lit cette phrase de Victor Hugo, hein, je ne voudrais pas être français. Hein. Oui, et puis, tout à fait. Ensuite, voilà. on le dira tout à l'heure. Mais pour pouvoir aimer la France maintenant, quelque chose comme ça. Suite, hein. Oui. Je voudrais n'être pas français pour pouvoir, j'ai pas mes lunettes, pour pouvoir dire que je te choisis France et que dans ton martyre, je te proclame toi qui ronge le vautour, sans lunettes c'est dur, ma patrie et ma gloire et mon unique amour. C'est beau quand même. C'est très voilà. beau. Mais ça résume un peu l'ensemble de la saga, si vous voulez. C'est une évolution à la fois d'un individu qui part de son terroir, ça pourrait partir du terroir de l'Alsace ou n'importe où ailleurs dans la France métropolitaine de l'époque, ou des Antilles ou d'ailleurs, hein, et qui fait son cheminement dans cette société en formation en réalité. Parce qu'elle-même, la France, elle-même se formait à l'époque. Vous voyez, la France de l'époque était un peu comme une tour de Babel, où il y avait beaucoup de gens qui ne parlaient pas le même patois. L'armée de Napoléon, par exemple, tout le monde ne se comprenait pas. Hein. Les mesures n'étaient même pas les mêmes d'ailleurs, oui, hein, selon les régions. Voilà. Donc cette société était en formation. Elle a été commencée à se former en tant qu'État vraiment très organisé au temps de Louis XIV par exemple, mais même au temps de Napoléon, tout ça est encore en train de se malaxer et de se mettre en œuvre, si vous voulez. Vous voyez, voilà. Donc c'est une fresque, c'est une saga qui met tout ça en place. Et puis il y a le destin personnel de cet homme hein, qui porte un fort joli prénom, puisqu'on connaît ce prénom sous sa forme française maintenant, Corentin. Mais vous avez la délicatesse de l'écrire à la bretonne. Alors c'est compliqué, si vous voulez, c'est comme... alors il apparaît un peu au Cadoudal, mais également dans le... Ah non, ne spoliez pas quand même la suite de notre entretien, parce que je tiens essentiellement à parler longuement de la chouannerie. Ce passage dans ce premier tome, Dieu et le roi, m'a particulièrement touchée. Et rencontrer Cadoudal, j'ai eu l'impression vraiment de le voir en chair et en os, au pied de mon lit. Il y a des histoires. Juste 2 secondes, j'ai un problème sur l'édition. Je ne sais pas pourquoi mon fichier disparaît.
Attends, reprendre. je stoppe. Ouais, je crois qu'il va falloir reprendre. Ah, Ah là là. Ah là 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 là. Parce que là, ouais.